Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'actualité concernant la situation économique mondiale. Alors, je suis Jean Alessandri, directeur des programmes à l'Institut français de gestion, et je suis accompagné sur cette thématique, je dirais presque comme d'habitude, par le professeur Philippe de Sertine, directeur de l'Institut de haute finance. Philippe, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à toutes et à tous. Alors, ce webinaire va nous permettre effectivement d'échanger avec le professeur de Sertine sur l'actualité économique mondiale, la situation financière, un petit peu de géopolitique, et notamment avec un focus, Philippe, sur la Chine, la Chine qui connaît des soubresauts très importants en ce moment, avec une certaine déflation, des problèmes économiques qui pourraient être beaucoup plus importants que prévu, avec des répercussions sur les différentes institutions financières. Je pense que vous allez nous parler de tout cela. Alors, avant juste de démarrer, je m'adresse à tous nos amis internautes qui sont venus très nombreux, Philippe, pour vous écouter et échanger avec vous. Sachez que vous allez parler à peu près, présenter un petit peu la chose pendant 30-35 minutes à peu près, Philippe, et puis ensuite, il y aura la possibilité de répondre aux questions de nos amis. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions, vous cliquez, vous posez les questions et à la fin de la présentation de Philippe, eh bien, on pourra effectivement vous répondre et notamment Philippe vous précisera un petit peu eh bien, les différents points que vous aurez bien voulu soulever tout au long de la première partie. Philippe, c'est à vous. Hein, si vous souhaitez apporter plus de précision sur votre présentation, n'hésitez pas pour nos amis. Puis, vous démarrez. On est là, dire surtout vous, là. Très bien, merci beaucoup Jean. Donc, en effet, nous allons parler un peu de cette conjoncture internationale de rentrée 2023, en ayant en effet un focus un peu spécifique sur la problématique chinoise qui en réalité alimente beaucoup de commentaires depuis à peu près 3-4 mois et dont on peut dire que c'est cette conjoncture chinoise qui oriente un tout petit peu la logique que nous aurons en fin d'année. On va dire que l'actualité d'ailleurs nous rattrape. Nous avions ce matin sur les bourses asiatiques une baisse de 25%. Alors il y a eu une reprise du groupe Evergrande, qui était le grand groupe de promotion immobilière chinoise. Je vais revenir tout à l'heure sur la problématique de l'immobilier. Alors on est dans une crise immobilière mondiale avec la remontée des taux, mais on est dans une crise immobilière aiguë en Chine et les conséquences pourraient en être importantes, notamment sur la sphère financière. Je terminerai ma présentation ce matin, ou ce midi, par ce focus sur la finance, parce que la finance mondiale a besoin et est très dépendante de la finance chinoise. Et il est évident que les difficultés que nous rencontrons actuellement du point de vue de l'immobilier mondial, et en particulier de l'immobilier chinois, peut avoir un certain nombre de conséquences sur la problématique financière mondiale, notamment sur la question des changes que j'évoquerai en toute fin de présentation. Alors, première chose, donc, la difficulté chinoise, qu'en est-il exactement? Bon, c'est effectivement une actualité qui mérite d'être soulignée parce qu'elle n'était pas véritablement prévue. Au début de cette année 2023, on était sur une base de croissance chinoise, je dirais, qui devait être, le FMI d'ailleurs conserve toujours ses bases de croissance, aux alentours de 5,2%, 5,3% pour Bloomberg. On avait eu quand même une première alerte avec les officiels du Parti communiste chinois autour des grandes assemblées territoriales qui ont lieu au mois de mars, qui ont affiché, on va dire, un objectif qui était très flou, c'est assez rare du point de vue chinois. Et l'objectif était de dire on sera aux alentours de 5%, mais très clairement, on était plutôt dans une logique pessimiste plutôt qu'optimiste. Alors, je rappelle bien sûr que lorsqu'on évoque des croissances 3, 4, 5% pour la Chine, on est évidemment très supérieur aux prévisions de croissance qui sont faites pour l'Occident sur cette année 2023 et sur l'année 2024, ce qui signifie, c'est très concret, mais c'est à rappeler sans cesse que la Chine continue de rattraper son retard sur les États-Unis et que par conséquent, avec une croissance faible, mais une croissance très faible en Occident, en particulier aux États-Unis et en Europe, on a la place de la Chine toujours dans l'économie mondiale qui ne cesse de croître. Alors,
On a effectivement plusieurs indicateurs depuis le milieu de l'année 2023 qui étaient des indicateurs inquiétants du point de vue de l'économie chinoise, en tout cas inquiétants par rapport à ses objectifs de croissance, montrant que finalement, on avait un certain nombre d'éléments négatifs qui jouaient sur l'économie chinoise et que, évidemment, ces éléments négatifs peuvent avoir une influence sur l'économie mondiale tout entière. L'un des facteurs les plus importants étant le recul des exportations chinoises. On sait bien sûr que la Chine vit de ses exportations et que le recul des exportations, les dernières statistiques chinoises annoncent un recul sur le deuxième trimestre de 14%, ce qui est évidemment très important, mais qui vient, et il va falloir relativiser, après une énorme augmentation des exportations en 2021 et 2022. Mais néanmoins, cet indicateur était un indicateur inquiétant. L'autre indicateur interne à la Chine, et celui-là, en effet, est un indicateur que nous essayons de suivre, pour autant qu'on ait de l'information autour de ces données, de la crise de l'immobilier et des risques qui sont associés à cette crise de l'immobilier. On a donc un certain nombre je dirais, de grandes structures chinoises qui sont en difficulté financière. On en est absolument sûr, on va dire, là, de ce point de vue. Il y a zéro doute. On va dire, notamment aujourd'hui, la problématique Evergrande est quelque chose de très important, mais également, je dirais, la difficulté de Country Garden, autre grande structure d'immobilier chinois de promotion, également en difficulté du point de vue de sa dette. Et puis, on a eu des faillites, en particulier la faillite d'un fonds, le fonds Zhongxi, spécialisé dans l'immobilier, qui était lui aussi un élément d'alerte cette année, signifiant qu'en interne, la Chine faisait très clairement face à des difficultés. L'immobilier, la construction pèse à peu près 30% du PIB chinois. C'est bien sûr une partie de son PIB qui n'est pas associée aux exportations, en tout cas beaucoup moins que l'ensemble du restant de l'activité chinoise. Et donc, en effet, un certain nombre de facteurs qui pouvaient paraître inquiétants et donc évidemment qui inquiétaient l'ensemble de la croissance mondiale. Avant l'alerte d'aujourd'hui, hein, et donc ce retour sur le devant de la scène de la difficulté de l'immobilier, les informations de la semaine dernière sur la Chine étaient un tout petit peu rassurantes. Ce que l'on a comme chiffres de croissance, qui sont en fait souvent ce que l'on va regarder, plus que les chiffres de croissance officiels, ce sont les chiffres de croissance de l'utilisation de l'électricité. Hein, la statistique publiée par le gouvernement chinois que l'on regarde avec attention, c'est autour de la consommation électrique qui, la plupart du temps, est le meilleur reflet de l'activité. Alors, on note qu'on a eu une très forte augmentation de l'électricité autour de l'agriculture au cours du dernier trimestre, une consommation donc, qui serait aux alentours de 13% d'augmentation, donc qui était importante évidemment, alors ce n'est pas le facteur fondamental. Sur l'industrie, consommation plutôt décevante à moins de 5%, alors que sur les services, on est à une consommation dynamique à 9-10% à peu près de croissance, hein, et donc qui tendrait à montrer qu'en effet, on a bien une difficulté sur la question industrie et donc évidemment exportation attachée à industrie. En revanche, dynamisme sur les deux secteurs que sont d'une part l'agriculture et l'agroalimentaire et d'autre part les services. Alors peut-être lorsqu'on évoque les difficultés chinoises et leur impact sur la croissance mondiale, on pense pour la première fois en 2023 atteindre un PIB mondial de 100 000 milliards de dollars. Il est important que la Chine, pour atteindre cet objectif, ait une croissance dynamique. Rappelons sans cesse que lorsque l'on parle de la Chine, nous, à l'Institut de haute finance, ici à l'IFG, quand on est en train de présenter ces données économiques, nous sommes sans arrêt en train de relativiser les choses. On a, vis-à-vis de la Chine, une sorte de double discours. Soit un discours de très grande peur en disant la Chine est en train de manger toute l'économie mondiale, est en train de nous inquiéter beaucoup. Alors évidemment, pas uniquement du point de vue économique, également du point de vue politique et géopolitique. Et là, peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure, de ce point de vue, un certain nombre d'inquiétudes continuent de se manifester. Ou alors, et c'est un peu le discours dominant que nous avions depuis quelques jours et quelques semaines, y compris sur les marchés financiers, la Chine est un géant au pied d'argile qui est en train de s'effondrer de façon irrémédiable et son effondrement aura des répercussions gravissimes.
Je crois qu'il faut vraiment se dire que probablement les deux discours sont excessifs, hein, et qu'on doit regarder ce qui se passe sur la Chine parce que ça a une vraie influence sur l'économie mondiale et notamment sur l'économie occidentale européenne, avec, on va dire, avec froideur, ou en tout cas avec tempérance, et comprendre que les informations qui nous remontent sont des informations importantes, dont on doit décrypter les conséquences en ce qui nous concerne, en évitant, on va dire, les superlatifs qui sont toujours, quand on parle de la Chine, je dirais, derrière les commentaires que vous aurez du point de vue d'ailleurs des médias, mais aussi du point de vue des analystes financiers et des professionnels qui souvent d'ailleurs connaissent assez mal la Chine et comprennent assez mal soit ses facteurs de fragilité, soit ses facteurs de solidité. Et je vais peut-être en évoquer quelques-uns ici au passage. Alors, peut-être rappeler tout de suite, et ça c'est évidemment capital quand on évoque une des raisons de l'inquiétude qui est les mauvaises performances du commerce extérieur chinois, associées d'ailleurs à la guerre entre guillemets commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis. On a un certain nombre, je dirais, de produits qui sont frappés d'embargo, en particulier des produits de haute technologie qui ont pour but d'affaiblir la Chine, alors que de façon réciproque, la Chine a annoncé un certain nombre de produits occidentaux, et en particulier américains, sur lesquels elle est également avec une logique d'embargo. Rappelons quand même que l'excédent chinois, l'excédent commercial chinois l'année dernière, donc 2022, est un excédent de 889 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est de très très loin, évidemment, le premier excédent mondial, qu'il a augmenté de 7% en 2022, alors que le commerce mondial a cru de 10% l'année dernière, en 2022. Donc, la Chine a une croissance de son excédent considérable, moins forte que la croissance du commerce mondial, ce qui est quand même quelque chose qui devait être souligné. Nous étions sur une tendance depuis 30 ans où l'excédent commercial chinois augmentait plus vite et plus fort que le commerce mondial. Donc, un élément important à rappeler. Peut-être rappeler également que le déficit commercial américain, c'est-à-dire la Chine est un extraordinaire exportateur avec un excédent absolument considérable. Les États-Unis, de façon réciproque, sont en terrible déficit vis-à-vis du commerce mondial. Les États-Unis ont un déficit commercial en 2022 de 948 milliards de dollars, qui est un déficit record, entre parenthèses. Donc, on est quasiment à un déficit à 1000 milliards de dollars pour les États-Unis, donc qui signifie évidemment une fragilité, un affaiblissement de la puissance américaine, qui, de façon réciproque d'ailleurs, est aussi en déficit parce que les États-Unis achètent massivement des produits en Chine, indépendamment, on va dire, des logiques de guerre que nous évoquions à l'instant, c'est-à-dire le terme guerre est probablement beaucoup trop fort quand on se rend compte que les deux grandes économies mondiales sont très fortement interdépendantes l'une de l'autre. L'une ne peut pas se passer de l'autre et réciproquement. Et je crois que cet élément-là est aussi quelque chose qu'il faut rappeler sans cesse lorsqu'on est en train d'analyser la structure, on va dire, de l'économie chinoise et de l'économie mondiale. Peut-être un petit focus au passage sur nous, Français. La France avait un déficit record l'année dernière de 164 milliards d'euros. On n'avait jamais eu un déficit commercial aussi important. Donc ce déficit est un déficit évidemment très préoccupant. On voit qu'il représente plus de 10% du déficit américain. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le rapport avec les États-Unis, mais sans avoir les avantages et les forces que peuvent avoir les Américains. La France a comblé son déficit en partie en début de cette année, pendant les 2 premiers trimestres de l'année, le premier semestre. Elle risque de voir ce déficit à nouveau se creuser, puisque, je vais y revenir également, aujourd'hui, l'une des causes principales de notre déficit est toujours les produits pétroliers et leurs dérivés. Or, le pétrole qui avait beaucoup baissé, le prix du pétrole et de l'énergie qui avait beaucoup baissé dans cette première partie d'année, a remonté très fortement et nous atteignons à nouveau des records sur les prix du baril depuis plusieurs années, depuis 3 à 4 ans. On se retrouve avec un baril du pétrole ce matin qui est en tension, sur lequel
sur le prix du Brent, on avoisine, on est au-dessus des 90 $ le baril et on pourrait passer les 100 $ d'ici la fin de l'année, étant donné les tensions que nous avons sur le marché pétrolier. Alors là, les éléments évidemment sont interreliés. Le prix du pétrole a tendance à augmenter quand la croissance chinoise augmente, puisque la croissance chinoise est une des principales qui va s'approvisionner en pétrole. Rappelons que les États-Unis, avec le pétrole de schiste, sont, eux, en quasi-autonomie, hein, et donc même exportateurs de produits énergétiques. Quand j'évoquais le déficit américain par rapport au déficit français, on voit bien que sa structure est très différente. Notons aussi que la France est dans un déficit très fort vis-à-vis de la Chine l'année dernière de 53,6 milliards de dollars. Vous voyez, quand j'ai donné un déficit global de 164 milliards pour la France, on se rend compte à quel point le déficit vis-à-vis de la Chine pèse très très lourd dans notre balance commerciale. Toujours pareil, il y a une interdépendance et en ce qui nous concerne, une énorme dépendance par rapport à la logique chinoise. Alors peut-être un certain nombre de rappels aussi sur les liens qui peuvent exister du point de vue du commerce mondial et donc la manière dont on peut avoir un certain nombre de répercussions entre, je dirais, évolution chinoise et activité mondiale. Le premier client de la Chine, en 2022, je parle toujours actuellement et donc indépendamment de tout ce qu'on peut lire en termes, je dirais, de tensions ou de situations compliquées entre Chine et États-Unis. Premier client, les États-Unis, donc qui représentent 16,1% des exportations chinoises. Donc ce chiffre tend à diminuer, mais néanmoins reste encore très élevé. Et on voit très bien que sur un certain nombre de produits actuellement, les États-Unis n'ont pas d'alternative que de continuer à acheter les produits chinois. Le deuxième client chinois, et ça pour le coup c'est celui qui monte en puissance de plus en plus fort, c'est ce que l'on appelle l'ASEAN, c'est-à-dire l'ensemble des pays d'Asie autour de la Chine qui sont en même temps ses clients, en même temps ses fournisseurs. Donc là, de ce point de vue, du point de vue des exportations chinoises, l'ASEAN représente 15,8, c'est-à-dire que la Chine réussit ce qui était son objectif, d'avoir de plus en plus une logique qui est une logique régionale. Donc exporter de plus en plus fort vers les pays à forte croissance d'Asie et essayer de développer sa demande interne. On va dire que sur l'aspect international, en Asie, on est bien dans la logique chinoise. Du point de vue de la demande interne, c'est probablement là que sont les principales difficultés. Du point de vue des clients, le premier client de l'ASEAN est le Vietnam, qui représente à lui tout seul plus de 4,2% des exportations chinoises. L'Union européenne vient juste après avec 15,6. On voit donc, vous voyez, 16,1, 15,8, 15,6. La France ne représentant que 1,3% des exportations chinoises, peut-être de façon un tout petit peu inattendue. Le premier importateur européen du commerce chinois n'est pas l'Allemagne comme peut-être on aurait pu le penser, mais les Pays-Bas, 3,2, qui est en fait un des acteurs les plus importants du lien avec la Chine. Donc le quatrième acteur, le quatrième importateur, mais alors là, oui, importateur de produits chinois, mais très loin, est le Japon, et le cinquième, la Corée. Là, on retrouve bien, je dirais le sixième d'ailleurs, l'Inde, hein, on retrouve bien je dirais, la logique de développement sur l'Asie de l'économie chinoise, et on va dire plus largement de la manière dont l'Asie tire aujourd'hui le commerce mondial. Si on inverse les choses, si on regarde qui est le premier fournisseur de la Chine. Alors là, nous avons aussi, je dirais, une caractéristique maintenant de plus en plus forte et très très largement les autres, l'ASEAN. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point la logique asiatique est forte. L'ASEAN représente 15% des importations chinoises. Et donc là, avec le numéro 1 d'assez loin, la Malaisie, 4% des exportations vers la Chine. Donc, on va dire une logique de plus en plus infra-asiatique. Je vais revenir tout à l'heure sur les grands sommets que nous avons connus depuis quelques jours. Et on voit bien que cette logique d'intégration des pays d'Asie est une logique que poursuit la Chine, que pousse la Chine. Et on voit bien du point de vue économique que c'est quelque chose de révélateur. Le deuxième fournisseur
Donc 15% l'ASEAN. Le deuxième, c'est l'Union européenne avec 10,5%. Donc assez loin de l'ASEAN, mais quand même deuxième fournisseur important. Donc on voit évidemment que l'Union européenne est en déficit vis-à-vis de la Chine, mais néanmoins, c'est le partenaire majeur du point de vue de sa position. La France représente elle aussi 1,3, pas tout à fait. Vous avez compris tout à l'heure que la France est en déficit. Je dirais le premier fournisseur est l'Allemagne, 4,2% en termes d'exportation. Donc l'Allemagne est excédentaire vis-à-vis de la Chine. Le numéro 3 en termes de fournisseurs, c'est Taïwan. Le numéro 4, c'est la Corée, donc Corée du Sud. Le numéro 5, c'est le Japon. Et le numéro 6, très très loin, avec 5,2%, ce sont les États-Unis. Donc on voit à quel point, là aussi, je dirais, ce qu'on évoque du point de vue du commerce mondial doit bien être reçu et doit bien être compris. Les États-Unis, finalement, exportent peu vers la Chine, d'ailleurs vers l'Asie en général, alors qu'ils importent énormément. Peut-être que l'élément à souligner, c'est la troisième position en termes de fournisseurs de Taïwan. Donc là aussi, quelque chose à avoir à l'esprit lorsqu'on va parler des tensions géopolitiques, qui sont évidemment des éléments qu'on va continuer à regarder du point de vue chinois, avec une tension géopolitique majeure qui est celle autour de Taïwan, autour de, je dirais, la poussée chinoise pour pouvoir récupérer d'une manière ou d'une autre Taïwan à l'intérieur de l'orbite chinoise. On voit quand même évidemment que, je dirais, les liens forts économiques qui existent entre la Chine et Taïwan sont de toute façon aujourd'hui des facteurs d'intégration de Taïwan à l'intérieur de l'espace chinois. Donc peut-être ces éléments étaient importants à rappeler. On va dire que le dynamisme, et là encore que l'on mesure, on a des statistiques chinoises sur comment dirais-je, les trafics portuaires, notamment sur le port de Shanghai, sont des bonnes informations de ce point de vue. Donc, les dernières statistiques que nous avons eues il y a quelques jours sur le port de Shanghai montrent, on va dire, un dynamisme assez fort du point de vue, notamment des transferts sur la zone asiatique, en croissance de plus de 5% par rapport au même mois l'année dernière. Donc, ce qui est quand même un indicateur plutôt positif. Les marchés avaient plutôt réagi positivement à ces éléments-là. On va dire que le commerce extérieur chinois demeure un commerce dynamique et c'est aussi un commerce qui alimente fortement l'ensemble, on va dire, de l'activité et du dynamisme que l'on peut avoir sur toute la zone asiatique. Alors, je le disais du point de vue international, nous avons eu deux rassemblements importants. Le premier rassemblement informel, qu'on va dire, qui n'a pas de réalité, par exemple, à l'ONU, est le rassemblement des BRICS. Donc, vous connaissez cet acronyme, hein, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, hein, Afrique du Sud. Donc, à la base, je dirais uniquement 5 pays, éventuellement élargi à 6. En fait, les BRICS à Johannesburg se sont très largement élargis, ont notamment essayé d'intégrer d'abord des représentants de la communauté africaine, puisque le sommet se tenait à Johannesburg, et d'autre part également des représentants de l'ASEAN, de l'Asie, également d'un certain nombre de pays d'Amérique latine. On a eu dans cette réunion une approche géopolitique et économique dans l'idée d'intensification des échanges, dans l'idée d'un élargissement d'une approche qui serait non occidentale, et là très clairement nous sommes dans une logique non occidentale et non américaine, avec posé sur la table la question majeure de la monnaie, de la problématique financière et de la problématique des échanges financiers, à l'intérieur de toutes les zones non occidentales. Bien entendu, un acteur très intéressé par ça était la Russie, qui pousse depuis longtemps à sortir des approches de monnaie strictement occidentale. La Russie, peut-être on peut l'évoquer, qui est en train de faire face à une crise grave sur le rouble. Le rouble a beaucoup baissé et a affaibli considérablement la finance russe. Donc la Banque centrale russe essaie de faire remonter le rouble dans les échanges mondiaux. Et donc là, bien sûr, dans ces questions autour des BRICS sur les monnaies mondiales, cette problématique des monnaies occidentales est une problématique absolument majeure.
Deuxième réunion, c'était la réunion du G20 qui, elle, se tenait en Inde. L'Inde est traditionnellement, on va dire, et localement, le grand concurrent géopolitique chinois. Rappelons quand même évidemment que le PIB chinois aujourd'hui est de à peu près 18 à 19 000 milliards de dollars, alors que le PIB indien est d'environ 3 700 milliards de dollars. 18 000, 3 700. Évidemment, on n'est pas du tout encore dans quelque chose de comparable. Néanmoins, l'Inde essayait de fédérer un tout petit peu. Alors, l'Inde a participé à toutes les initiatives visant à isoler la Chine du fait de son approche agressive vis-à-vis de Taïwan et de, disons, son manque de condamnation, pour ne pas dire soutien, on n'est pas très loin, mais enfin entre soutien et non-condamnation de l'offensive russe, de la guerre russe en Ukraine. Donc, l'Inde a multiplié les partenariats avec les États-Unis et avec différents États de la zone, en particulier l'Australie, le Japon, la Corée, pour offrir un front géopolitique vis-à-vis de la Chine, sachant que nous avons des tensions qui sont des tensions qui ont été remarquées cette année. Alors, on a tous les ans des cartes publiées par l'État chinois représentant les territoires que la Chine considère légitimement revendiqués et qui aujourd'hui ne sont pas sous contrôle. On a remarqué évidemment, mais ça, elle le dit tous les ans, un petit bout de Russie que la Chine revendique, qui n'est pas neutre quand même. Hein. La Russie a tout de suite atténué, je dirais, en disant qu'il n'y a aucun problème. Depuis longtemps, cette question territoriale est réglée avec les autorités chinoises. On sait quand même que la logique chinoise est d'être très présente, très fortement présente, notamment en termes démographiques, avec dans la frontière russe, dans les zones pétrolifères et gazières. Et donc, quand même, la Chine a évidemment un enjeu de ce point de vue, notamment sur la Mongolie. La Russie le sait depuis longtemps et sait depuis longtemps qu'elle aura une difficulté à résister sur les pressions démographiques chinoises, la Russie, est en diminution très forte en termes de démographie et qui, de toute façon, ne pèse absolument pas le même poids démographique, 1,4 milliard de Chinois contre à peu près 140 millions de Russes. Donc on est avec, je dirais, des rapports qui sont très très différents l'un l'autre. Et donc, bien sûr, cette question n'est pas complètement neutre, mais elle n'était pas spécialement à l'ordre du jour. En revanche, on a beaucoup remarqué et on a beaucoup glosé au moment du G20 sur la revendication chinoise de territoires autour de l'Himalaya, sur la frontière indienne. On sait que les deux pays sont en tension militaire et que les tensions militaires ne se sont pas atténuées. Toujours pareil, l'Inde n'a absolument pas la capacité aujourd'hui de faire face éventuellement à une tension militaire chinoise qui n'est pas à l'ordre du jour. La Chine a d'autres chats à fouetter et si elle doit se développer, c'est plutôt dans l'idée d'être de plus en plus souveraine sur les mers, en particulier sur la mer de Chine. Ça n'est absolument pas sa priorité de se concentrer sur la tension indienne, mais néanmoins, la montée en puissance de l'Inde fait penser qu'on peut avoir des questions qui peuvent se poser à terme à ce niveau-là. Quatrième point que je voulais évoquer, c'est la question technologique. Et là, évidemment, le lien avec l'Inde est intéressant. L'Inde a fait le pari du développement sur les techs, aussi bien d'ailleurs en tant que sous-traitant qu'en tant que développeur autonome. L'Inde est devenue la première démographie du monde au mois d'avril 2023. L'Inde a, depuis de nombreuses années, misé massivement sur notamment le codage et notamment, on va dire, la participation de ces populations, on va dire de ces populations même à qualification relativement réduite, à l'intérieur de tout le domaine de la tech. La Chine, de ce point de vue, essaie d'être la plus en phase possible avec ce qui est en train de se produire. Donc, on avait eu l'occasion de parler un tout petit peu dans ces séminaires, de ces petits rendez-vous sur ce qui se passe sur l'intelligence artificielle générative, avec bien sûr donc ChatGPT, qui est l'emblème un petit peu de tout ça. Rappelons que la Chine est peu présente de ce point de vue. Du point de vue des exportations chinoises, de très loin, sa première exportation, ce sont les biens d'équipement. Alors, dedans, évidemment, on a les ordinateurs, on a du matériel digital, mais pas du matériel digital de très, très haut niveau. Sa deuxième, donc c'est à peu près 12,5%, 15% de ses exportations. Ensuite, on a le textile,
Ensuite, la métallurgie. Et en troisième, la pharmacie, et en quatrième, la pharmacie. C'est-à-dire que la Chine est peu présente sur la tech, sur le marché de la tech mondiale, alors que la tech, effectivement, est dans une accélération assez sensible. Et même, on voit que la tech pose problème au pouvoir chinois. On sait que, par exemple, la Chine et le pouvoir de Pékin a volontairement coupé les ailes d'Alibaba quand Alibaba a voulu réaliser une opération boursière l'année dernière, une augmentation de capital. Et d'ailleurs, le patron d'Alibaba a été, on va dire, placé en vacances longues. On sait qu'en Chine, on a des disparitions de grands dignitaires privés ou publics, et qu'en général, ce n'est pas très bon signe. Bon, on a vu d'ailleurs, entre parenthèses, juste pour l'allusion politique, donc la disparition brutale du théâtre, d'ailleurs sa disparition non pas physique a priori, mais en tout cas, on n'a pas revu depuis du ministre des Affaires étrangères, et on vient d'avoir de la même façon, ministre remplacé assez brutalement il y a quelques jours. On sent bien qu'on est avec une reprise en main de l'entourage de Xi Jinping autour d'un certain nombre de personnes importantes au sein du Parti communiste chinois. Donc, le patron d'Alibaba a subi le même traitement et Alibaba a vu, donc on sait qu'on est avec, je dirais, les grands de la tech chinoise, un certain nombre, ce qu'on appelle les BATIX, c'est-à-dire Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, donc qui sont les grands géants, je dirais, de la tech chinoise. Donc, ils n'ont pas été spécialement poussés ces derniers temps. Notons quand même que la Chine a lancé il y a quelques jours le concurrent de ChatGPT, puisqu'elle l'avait interdit sur son territoire. Ce concurrent s'appelle Ernie. Il est lancé par Baidu et Xiaomi. Je dirais, la Chine a beaucoup communiqué sur le fait qu'il avait fallu 5 jours pour que ChatGPT atteigne le million d'utilisateurs du point de vue mondial. Rappelons que il y a 10 ans, il avait fallu 2 ans et demi, par exemple, pour que Airbnb atteigne le million d'utilisateurs. Donc, on est sur une accélération 5 jours contre 2 ans et demi, puis 10 mois, puis etc. Donc, on a eu différentes évolutions comme ça. Et Ernie a mis 19 heures. Donc, c'est le record pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Bon, on peut quand même relativiser parce que clairement, la Chine là, n'est quand même pas très, très en pointe sur l'intelligence artificielle générative. Et d'ailleurs, si on a été très vite, il a fallu battre le record tout de suite, donc c'était il y a 15 jours. Ensuite, les connexions sont beaucoup, beaucoup plus faibles et se sont effondrées, on va dire, au point d'ailleurs qu'on a beaucoup perdu en termes de statistiques officielles de ce point de vue. Alors, je dirais donc voilà un petit peu les éléments forts à retenir avant d'aborder maintenant, je dirais, la faiblesse importante. La montée des taux est une préoccupation forte aussi pour la Chine, qui est très fortement endettée. Je dirais son secteur privé a une dette estimée à peu près à 119% du PIB. Je ne parle que du secteur privé. Et cette montée des taux et cette difficulté financière mondiale a des conséquences très lourdes sur ce secteur que j'évoquais tout à l'heure, qui était le secteur immobilier. Donc là, on a très clairement la faiblesse principale de l'économie chinoise, donc celle qui inquiète le plus en interne au sein du Parti communiste chinois, puisque c'est en même temps un secteur qui a traîné la croissance et qui très clairement aujourd'hui est en panne. On démultiplie aujourd'hui les promoteurs immobiliers en faillite en Chine, donc ça, on en est absolument sûr. Et d'autre part, c'est aussi un des secteurs clés de l'épargne chinoise. Et on sait que du point de vue du Parti communiste chinois, s'il est un des éléments sur lesquels le Parti communiste est extrêmement attentif, c'est sur la destination et l'usage de l'épargne. L'épargne est fondamentale dans une population chinoise qui vieillit. Elle a pour vocation de financer les retraites, le financement des retraites se passant par l'immobilier. Donc là, on se retrouve avec un certain nombre de situations compliquées, en particulier des chantiers qui s'arrêtent, des Chinois qui se sont endettés pour acheter des logements qui vont leur servir au moment de la retraite et qui devaient leur permettre d'avoir des locations. Ces logements ne sont pas terminés.
Donc, alors que les obligations associées à l'endettement sont toujours là. Donc, on est quand même avec un secteur qui préoccupe depuis longtemps et avec un certain nombre je dirais, de déconfitures qui ont révélé des niveaux d'endettement très élevés et des difficultés à pouvoir rembourser. Donc, je disais, Evergrande a perdu 25% en bourse aujourd'hui, alors qu'on sait que Country Garden va devoir faire face à une obligation de paiement de ses intérêts de dette d'ici quelques jours qui pourrait, là aussi, avoir des conséquences. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que, évidemment, là, le pouvoir chinois ne peut pas se permettre de voir son secteur immobilier commencer à basculer dans une crise gravissime comparable à celle qu'ont connue les États-Unis en 2007-2008. Donc, on aura des refinancements qui vont avoir lieu. Peut-être il faut rappeler, là aussi, quand on est en train de parler du poids de la Chine, que dans les 10 premières banques mondiales, les quatre premières banques mondiales, et de loin, en termes de volume d'actifs, sont des banques chinoises. La numéro 2 étant la banque qui finance la construction chinoise. Donc, en volume d'actifs, on est avec des fonds absolument énormes, donc des capacités évidemment de refinancement importantes, mais qui signifie aussi que, je dirais, si on était avec une sorte de basculement et d'obligation de refinancement, ce seraient d'autres secteurs qui seraient impactés, d'autres secteurs qui ne pourraient plus être financés. Donc c'est ça qu'il faut suivre en fait. C'est éventuellement les mesures qui vont être prises pour permettre des refinancements et pour permettre aussi, je dirais, à un secteur très très important en termes d'équilibre politique comme d'équilibre économique en Chine de continuer à fonctionner avec des conséquences par ailleurs. Donc ça veut dire par exemple que les plans d'investissement à l'étranger en Chine pourraient se retrouver affectés si, je dirais, il était nécessaire de consacrer beaucoup de liquidités pour renflouer des promoteurs ou des fonds financiers chinois. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est non négligeable et important, qui peut avoir un impact sur la valeur du yuan. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, on est avec aujourd'hui un certain nombre de fluctuations sur l'échange qui très clairement peuvent affecter, je dirais, la finance mondiale. Donc, la finance chinoise est exposée au risque dollar puisque une partie de ses investissements sont en dollars. Donc, évidemment, quand il y a une baisse du dollar, il y a une baisse aussi de la valeur des actifs, mais la finance chinoise est aussi affectée par la fluctuation du yuan. Et là, on est vraiment avec, vous voyez, une ligne de crête qui commence à être un peu compliquée. La Chine doit pouvoir continuer à exporter parce que les baisses d'exportation peuvent affecter sa croissance et ça, elle ne peut pas se le permettre. Pour ça, elle a besoin d'un yuan qui ne soit pas trop cher. Mais si le yuan baissait trop, on peut se retrouver alors avec des difficultés financières pour les refinancements internationaux en ce qui concerne la finance chinoise. Notons au passage quand même que quand on est en train de parler, j'évoquais tout à l'heure les 4 premières banques mondiales qui sont chinoises. Pour les 10 premières entreprises mondiales en chiffre d'affaires, la première est toujours Walmart, le distributeur américain. La deuxième est la grande entreprise State Grid, la grande entreprise de construction chinoise. C'est la deuxième puissance mondiale. La troisième puissance mondiale est aussi chinoise, elle est la grande compagnie pétrolière. Donc on est là aussi avec des influences fortes, donc qu'il faut regarder, qu'il faut surveiller et qu'il va falloir intégrer dans les prochains mois. Donc, je pense qu'on aura l'occasion, peut-être, Jean le disait, de revenir sur ce que l'on surveille de très près, ce contexte de remontée des taux. On l'a vu, on avait fait au mois d'avril et au mois de mai des focus sur la finance mondiale et en particulier finance américaine, puis finance européenne, autour des fragilités associées à l'augmentation des taux. Je pense qu'il faut regarder avec attention ce qui va se passer sur le marché asiatique, en particulier sur la Chine, associée à ces taux élevés et à ces difficultés afférentes sur l'immobilier. Rappelons là aussi ce que je disais tout à l'heure, que l'immobilier mondial est en crise, et pas simplement chinois, et d'ailleurs pas simplement français. Donc, je dirais, cette évolution des taux a des conséquences lourdes, il va falloir les surveiller, et qui dit évidemment fluctuation sur l'échange, sur les taux, dit aussi fluctuation sur l'échange. La Banque centrale de Chine a baissé ses taux d'intérêt à la fin du mois d'août pour essayer de relancer la croissance et relancer la demande en interne. Mais évidemment, ça a immédiatement affaibli le yuan, qui est un avantage en termes d'exportation, mais qui est un inconvénient en termes de fragilité financière. Donc voilà un peu là où nous sommes en ce mois de septembre.
où les perspectives de croissance sont moyennes du point de vue mondial. Ce qui va se passer en Chine sera important, sachant que l'économie américaine résiste correctement. Elle n'est pas en récession, mais avec une croissance beaucoup, beaucoup plus faible que l'année dernière. On tournera autour des 1% et non pas des 3,5% comme il y a un an, ou voire même 5% il y a 2 ans. Donc, on est vraiment avec, je dirais, un ralentissement mondial dans lequel l'observation de la Chine sera quelque chose d'important. C'est la raison pour laquelle ce matin, on souhaitait faire un peu ce focus chinois je dirais là, de ce point de vue, avoir un tout petit peu de recul. On ne manquera pas de vous continuer à vous informer si l'on voyait la situation, par exemple, évoluer et se dégrader. Voilà, cher Jean, j'ai été un tout petit peu long. Je pense que c'était peut-être important quand même de faire ces points. Donc, Absolument, absolument. Très, très bien. Merci pour toutes ces que moi bien précisions. Alors, il y a les questions qui commencent à arriver. Moi-même, je me posais la question sur cette fragilité de l'économie chinoise que vous avez évoquée, notamment dans l'immobilier, mais aussi les répercussions financières. Nous avons beaucoup d'internautes qui sont basés sur le continent africain, qui nous écoutent. Quelles pourraient être un petit peu les conséquences sur le continent africain, puisqu'il y a de plus en plus, on va dire, de liens entre la Chine et le continent africain? Alors, un des liens les plus forts qui s'est tissé, puisqu'il faut rappeler que la construction des liens souvent bilatéraux entre la Chine et un certain nombre de pays d'Afrique, notamment en ce qui concerne des constructions d'équipements, a eu une contrepartie très importante, c'est de la dette. Et là, quand on évoque, c'est pour ça que quand j'évoque la fragilité du système financier chinois, ou en tout cas l'observation qu'on doit avoir, ça c'est aussi très important à comprendre. C'est que la dette chinoise vis-à-vis des pays africains, donc on a eu un certain nombre, on avait fait une session, cher Jean, vous en souvenez, au mois de juin, sur le sommet à Paris, sommet justement sur le financement mondial. Donc, on avait eu d'ailleurs une remise de dette qui avait été un peu spectaculaire, mais là, on est avec des points justement qui méritaient d'être soulignés du point de vue des grands pays d'Afrique. C'est qu'il est possible que les facultés éventuellement de tempérament des remises de dette, si on était dans une situation économique moins favorable, pourraient être moins forts qu'on pouvait le penser il y a encore 2 mois. Parce que si la Chine est obligée de refinancer massivement son secteur immobilier, de refinancer massivement ses structures financières, elle aura évidemment moins de latitude en ce qui concerne ses positions financières à l'international et singulièrement en Afrique. Et donc ça, je crois que du point de vue des pays, c'est pour ça aussi, vous voyez, qu'on avait voulu faire ce focus, parce qu'on sait effectivement que nous avons beaucoup d'anciens élèves ou d'élèves actuels de l'Institut de haute finance en Afrique. C'est typiquement le genre de choses qu'il faut regarder parce que ce sont des obligations peut-être à utiliser des produits de refinancement, des produits de réassurance, de connaître les éléments techniques. Il y existe des éléments techniques qui peuvent être utilisés, mais ça veut dire évidemment que lorsque l'on a des fragilités de partenaires financiers qui sont eux-mêmes vos créanciers, il faut commencer à intégrer et commencer à anticiper ce type de situation. Alors, nous avons une question de Julien, oui. Julien qui pose la question sur l'éventuelle complicité entre l'Europe et les États-Unis pour fragiliser la Chine avec cette stratégie d'augmentation des taux. Alors non, c'est sûr. Pas sur l'augmentation des taux. L'augmentation des taux, elle fragilise aussi beaucoup les économies américaines et européennes. L'augmentation des taux, elle est subie par les Européens et les Américains, comme par les Chinois, du fait de l'inflation. C'est l'inflation qui est la cause de ça. Et ça, c'est absolument fondamental de combattre l'inflation en priorité. Nous avions fait d'ailleurs, entre parenthèses, un point d'actualité il y a quelques mois autour de ça. Donc non, là, sûrement pas sur la question de la remontée des taux. En revanche, le fait que les États-Unis et l'Europe, les États-Unis en pointe, l'Europe avec, je dirais, un suivi relatif, mais quand même malgré tout important, soit en système de tension avec la Chine pour des raisons géopolitiques et notamment en inquiétude sur Taïwan, ça fait aucun doute. On est bien dans une situation
ou, je dirais, les différentes approches d'embargo, vous avez compris quand même, hein, et je crois que c'est important quand on écoute des podcasts d'économie, qu'on remette bien les choses en phase, quoi, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une fermeture entre la Chine et les États-Unis, mais on est bien, en effet, dans une tension de plus en plus forte entre la Chine et l'Occident autour des problématiques de Taïwan, et on va dire de manière secondaire, non négligeable, mais secondaire en ce qui concerne la Chine, autour des problématiques de la guerre en Russie. Donc là, oui, il y a très clairement une logique, et la logique américaine qui est d'essayer d'empêcher la Chine d'aller sur les techs et sur la tech la plus pointue est quelque chose qui est important. Et là, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Là, c'est une volonté absolument claire des Occidentaux et en particulier des Américains d'affaiblir la Chine sur la question de la tech. Attention, la Chine a des contreparties possibles, hein, notamment sur tous les métaux rares qui sont très importants aussi pour tout ce qui sont technologies et en particulier technologies digitales. Alors, il y a Bertrand qui nous pose une question qui revient sur l'ASEAN et la dépendance vis-à-vis de la Chine, avec les difficultés chinoises. Donc, quelles pourraient être un petit peu les conséquences de cette fragilité chinoise sur les économies du Sud-Est asiatique? Alors, donc immédiatement, ça a des conséquences, hein, vous avez compris, je l'ai évoqué tout à l'heure et c'était peut-être un peu long, mais je pense que là aussi, on est à l'Institut de haute finance, par exemple, avec des chiffres, on n'est pas uniquement avec des grandes envolées. Donc, c'était important de vous rappeler à quel point l'ASEAN, en effet, est un partenaire privilégié pour la Chine et en importateur et en exportateur. Donc, toute évolution négative a un impact sur l'ASEAN et un impact sur le reste de l'Asie. Néanmoins, je rappelle quand même que l'ASEAN est un ensemble démographique de plus de 700, pratiquement 750 millions de personnes. Hein, donc, c'est très important. Vous avez notamment l'Indonésie que j'évoquais tout à l'heure, le Vietnam, etc. Donc, vous avez beaucoup de très grands ensembles qui sont les Philippines, hein, donc qui sont des pays fortement partenaires de la Chine. Alors, le ralentissement de la Chine a des conséquences directes. Mais attention aussi, la logique stratégique chinoise, et en particulier géopolitique, fait que la Chine intensifie ses relations avec toute la zone asiatique, et en particulier avec l'ASEAN. Donc on est, je dirais, avec peut-être l'endroit où les répercussions seraient les moins fortes. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, sur les investissements chinois en dehors d'Asie, on peut avoir des répercussions s'il y a des difficultés financières. C'est sur l'ASEAN qu'il y en aura le moins. Donc, c'est bien l'axe prioritaire de développement de la Chine en dehors de ses frontières, c'est privilégier l'ASEAN, qui, on va dire, là toujours pareil, hein, dans ce qui concerne la logique chinoise, en ce qui concerne la logique asiatique d'ailleurs, entre parenthèses, intéresse la Chine par sa fragmentation, parce qu'on n'a pas un ensemble, l'Inde c'est un ensemble national dangereux pour la Chine, parce que très lourd. L'ASEAN, c'est un ensemble composite, donc sur lequel la Chine fait exactement ce qu'elle fait avec l'Europe, c'est-à-dire ce qu'elle fait avec l'Afrique d'ailleurs aussi, hein, c'est-à-dire surtout ne pas traiter avec l'ensemble, mais essayer de traiter avec les différentes composantes, les différentes parties. Néanmoins, le sommet de l'ASEAN, toujours, voit maintenant, je dirais, les dirigeants chinois se rassembler. Probablement que les Américains ont fait l'erreur pendant quelque temps, notamment au moment de la présidence de Trump, de ne pas être suffisamment présents. Il faut absolument faire une contrepartie avec l'ASEAN qui a intérêt à continuer ces échanges aussi avec l'Occident. Alors, il y a Sankoun qui nous pose une question sur les BRICS et la participation, bien sûr, de la Chine. Alors déjà, on pourrait se poser la question sur les BRICS avec la Chine d'un côté, l'Inde de l'autre, qui ne s'entendent pas trop quand même. Quels sont les rapports là-dessus? Et est-ce que finalement les BRICS, ça pourrait être... Alors, Sankoun nous pose la question sur le départ de l'hégémonie de la Chine sur le reste du monde. Est-ce que les BRICS, c'est peut-être quelque chose comme tout sauf les États-Unis, par exemple, hein, tout sauf l'Occident. Tout Pardon? sauf l'Occident. Tout sauf l'Occident, hein, Tout l'Europe sauf comprise. l'Occident, voilà, tout sauf l'Occident, c'est ça, c'est un petit peu tout ça. Et quels pourraient être les dangers pour les autres membres des BRICS avec cette participation grandissante de la Chine? Alors, je crois vraiment, bon, les BRICS, c'est vraiment un ensemble informel, même parfois l'acronyme avait été presque maintenant un peu oublié. Le fait qu'ils reviennent sur le devant de la scène
à la suite d'un sommet officiel est important. Ça, c'est clair. Et on voit bien que la Chine a décidé d'investir au maximum dans cette logique-là. Et pourtant, l'Inde est venue, le Brésil. On a eu, je dirais, des alliés qui pouvaient être des alliés objectifs des États-Unis qui étaient présents et qui ont manifesté leur volonté de renforcer, je dirais, cet ensemble qui, pour le moment, est un ensemble informel. Ce qui est important dans la logique BRICS, c'est que, justement, il y a eu un élargissement. C'est qu'on est vraiment en train de voir se constituer une sorte d'alternative au G20. Je rappelle qu'on a la communauté d'un certain nombre de pays d'Afrique qui va maintenant être au G20. Il était temps, c'est important qu'il y ait des participations d'un certain nombre de pays qui ont des potentialités. Vous vous souvenez, je l'ai dit à plusieurs reprises dans mon prochain livre, j'insisterai encore sur le fait que l'intelligence artificielle générative nous le démontre. La grande richesse de demain, ce sont les cerveaux. Ce qui est la plus grande pénurie actuelle des entreprises, notamment en Occident, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Donc, tous les pays à forte démographie ont leur carte à jouer dans le futur. Et donc là, le fait que nous ayons, je dirais, un élargissement de cet ensemble, c'est quelque chose en effet qui a un sens. La Chine veut absolument construire un ordre mondial alternatif, du point de vue géopolitique, mais aussi du point de vue monétaire. Et ça, nous, à l'Institut de haute finance, c'est quelque chose qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Pour le moment, je le disais, les fluctuations de taux, vous voyez, ne vont pas tout à fait dans le sens d'un renforcement du RMB. J'ai vu une question d'ailleurs sur les réserves de change de la Banque centrale chinoise, qui pour le moment, je dirais, sont encore à un niveau satisfaisant, mais ont baissé pour défendre le yuan, parce qu'effectivement, la baisse des taux conduit à des interventions sur le marché des changes qui peuvent être à la longue assez dangereuses pour la finance chinoise. Donc, on est avec, je dirais, un certain nombre d'éléments. On voit bien qu'un nouvel ordre mondial peut se mettre en place. On voit bien que techniquement, c'est compliqué. On voit bien que du point de vue du business, puisque c'est ce qui nous intéresse aussi lorsqu'on est en train, nous, de parler de ces différentes informations, ce sont des choses que l'on doit suivre, sur lesquelles on doit avoir du recul et sur lesquelles on ne doit surtout pas avoir de présupposés, on va dire, de présupposés politiques ou de présupposés philosophiques. Quand je suis en train de réfléchir en quelle monnaie je facture, en quelle monnaie je place aujourd'hui mes excédents de liquidité, vous voyez, toutes ces questions qu'on pose au sein de l'Institut de haute finance, là, pour le coup, on peut avoir des idées globales, celles que nous donnons aujourd'hui, et puis après, on peut et on doit suivre la manière dont les choses se mettent en place ou pas. Et il est évident, par exemple, que l'idée d'avoir des échanges à l'intérieur de la zone des BRICS, qui est une vraie question sur laquelle, je le disais, la Russie pousse depuis longtemps, qui serait de sortir de l'indexation dollar ou des monnaies occidentales, pour le moment, on n'en a pas pris le chemin. Et on va dire que ce qui se passe sur le yuan et ce qui s'est passé sur le rouble va plutôt dans un affaiblissement des monnaies alternatives. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut regarder. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'à l'Institut de haute finance, nous avons un séminaire spécial sur les cryptoactifs et sur blockchain, parce que bien sûr, il peut y avoir des questions qui se poseront dans le futur autour des cryptoactifs de ce point de vue. Je vois Laurent qui dit, est-ce qu'il y a une exposition des banques occidentales à l'immobilier chinois? Non, pas directement, parce qu'on est surtout avec du financement qui est du financement chinois. Néanmoins, il peut y avoir des éléments indirects, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les plus grandes banques du monde sont chinoises. Et donc, si elles sont obligées de se retirer en partie de leurs expositions internationales, peuvent venir au secours de l'immobilier chinois, c'est là qu'on peut avoir des répercussions indirectes. Et donc là, effectivement, toujours pareil, quand vous êtes avec des tours de table financiers sur des opérations en Europe ou en Occident ou en Afrique, toujours regarder quelles sont les banques chinoises, quels sont les fonds chinois qui sont à l'intérieur de ces structures. Et regarder éventuellement la fragilité ou en tout cas la vulnérabilité lorsque dans un financement, dans un tour de table, vous avez des partenaires chinois ou assimilés comme tels. Là, c'est à surveiller parce qu'effectivement, il peut y avoir des fluctuations dans les prochains mois ou les prochains trimestres. On a quelques indicateurs qui tendraient à nous montrer actuellement. Alors, Damien nous pose une question sur les problèmes sociaux, les démissions qui semblent de plus en plus importantes et populaires en Chine. C'est nouveau, effectivement. Alors, il y a deux choses, effectivement. Oui, est-ce que ça va être un grand problème à venir? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a d'une part la reprise en main très claire et les changements à la tête de l'État aujourd'hui sont des changements non négligeables. Nous sommes toujours tenus d'interpréter,
des phénomènes qui se produisent. Mais bon, par exemple, ce qu'on a dit, vous voyez, la disparition du ministre des Affaires étrangères, c'était quelque chose de très important. Le fait qu'on avait annoncé des changements d'ambassadeurs qui n'ont pas lieu. On est toujours avec ceux qu'on appelle les loups guerriers, vous savez, c'est-à-dire des ambassadeurs très agressifs qui n'hésitent pas à avoir un langage politiquement très incorrect vis-à-vis des pays qui les accueillent. On a le cas en France. Donc ce sont des choses effectivement qui sont des indicateurs que donc Xi Jinping, alors Xi Jinping en lui-même, mais surtout le clan qu'il représente, enfin, ou en tout cas la partie du Parti communiste chinois qu'il représente, ont décidé de probablement durcir leur approche à la tête du Parti communiste. On aura cette question de Taïwan qui continuera à se poser. Xi Jinping avance en âge, il est maintenant à son 3e mandat et il est âgé. Il voudrait être absolument le président du Parti communiste chinois. Vous savez que c'est plus important d'être président du Parti communiste que président de la République populaire. Bon, il est les deux. Et il est commandant suprême des armées, ce qui est aussi important. Il voudrait être le leader chinois qui récupérera Taïwan. Donc, il n'a pas forcément encore beaucoup de temps, non pas parce qu'il y aura des élections, mais parce qu'il avance en âge. Donc là, peut-être on a un indicateur important. En revanche, ce qui est important aussi, ce sont les mouvements sociaux qui ont eu lieu en Chine, je dirais, au début de cette année 2023 et qui ont obligé le gouvernement à reculer sur la politique de zéro Covid. Ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Et donc, quelque chose dans lequel on voit que, toujours pareil, la Chine, c'est un immense pays d'1,4 milliard d'habitants. Donc, c'est la base de sa puissance. Mais pour gérer 1,4 milliard d'habitants, c'est compliqué. Et donc, on a un certain nombre de mesures qui existent, par exemple, autour de la reconnaissance faciale de vos téléphones portables pour essayer de regarder ce que vous faites et comment vous fonctionnez. Mais on a aussi, et on le voit bien avec les mouvements sociaux, le fait que la Chine, le Parti communiste chinois, ne peut se permettre d'avoir des troubles qui d'ailleurs, quand ils existent, sont souvent réprimés très, très durement, mais néanmoins, qui, s'ils prenaient de l'ampleur, pourraient très, très vite mettre en danger la structure, on va dire, légère du Parti communiste, parce que gérer 1,4 milliard d'habitants avec de multiples provinces, etc., ça suppose une toile d'araignée très fine, mais une toile d'araignée qui peut à tout moment être trouée s'il y avait des mouvements. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde effectivement. Alors, Abraham nous pose une question sur le projet d'intégration monétaire de l'ASEAN, entre l'ASEAN, la Chine, le Japon, une monnaie commune. Ouais, non, on est encore très loin de ça. Donc, on a une monnaie dominante, en fait, en termes de force pour l'ASEAN, c'est le yen japonais. Bon, accessoirement le dollar aussi. Donc, le yuan est un peu obligatoire puisque sur beaucoup d'échanges, la Chine exige que les échanges ne se passent qu'en yuan. On comprend, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'ASEAN est à la fois client et fournisseur et la Chine ne veut surtout pas qu'il y ait exposition à un risque de change à l'aller et au retour. Néanmoins, on est encore très très loin de la possibilité d'avoir l'intégration d'une monnaie commune. Alors la Chine impose l'utilisation du yuan. Le Japon l'a accepté, hein, donc en particulier sur un certain nombre d'opérations, donc qu'on soit uniquement en bilatéral yuan-yen sans passer par une tierce monnaie, c'est-à-dire évidemment par le dollar. Néanmoins, on est encore très loin d'avoir une monnaie unique sur toute la zone. Je dirais les conditions ne sont absolument pas réunies et tout ce qui se passe que j'ai évoqué repousse encore, hein, puisque techniquement, plus vous avez des tensions sur les taux, plus vous avez des risques attachés par exemple à la problématique de l'immobilier chinois, plus on s'éloigne des conditions qui permettraient d'avoir une monnaie stable d'un point de vue mondial et international. D'un point de vue économique, donc s'il y a une crise économique majeure en Chine demain, avec les propos que vous avez tenus tout à l'heure, qui est un risque, hein, quand même, est-ce qu'on pourrait imaginer effectivement une crise mondiale derrière tout ça, c'est-à-dire une véritable révolution là-bas sur place avec des conséquences dramatiques? Alors, Jean, je crois qu'il faut être très clair. J'ai dit qu'on était dans un ralentissement. J'ai dit aussi qu'on exagérait sans arrêt les deux côtés, hein, c'est-à-dire la crainte de voir la Chine surpuissante et la crainte d'un effondrement chinois. Le gouvernement chinois a beaucoup d'armes à sa disposition pour empêcher un effondrement, une crise majeure. Et on le voit, on l'a vu tout de suite avec sa réaction sur les taux d'intérêt pendant ce mois d'août. Mais ce sont loin d'être les seuls. Donc je pense que, comme je dirais beaucoup d'experts, on va dire objectifs sur la Chine,
que la Chine a une capacité de résilience extrêmement forte. Elle a une crise structurelle, elle fait face à une crise structurelle, à une croissance de plus en plus faible, ça fait aucun doute aussi. Donc on est plutôt dans une logique où le moteur chinois va jouer un peu moins son rôle de tracteur qu'il a joué sur l'économie mondiale. Il est évident que si on avait donc une crise géopolitique majeure, c'est-à-dire une situation de quasi-guerre mondiale autour de Taïwan, là pour le coup, il y aurait des conséquences très très lourdes sur l'économie mondiale parce que on a dit l'économie chinoise joue un rôle énorme. Et je dirais ce que j'ai dit sur ces 848 milliards d'excédents de l'année dernière, ça veut dire que si d'un seul coup tous les pays occidentaux n'avaient plus les produits chinois, on aurait dans énormément de filières une crise gravissime. Donc la Chine est un acteur majeur. On est dans une imbrication très forte de l'économie mondiale, ce qui, on l'espère, est aussi d'ailleurs un des plus forts paratonnerres pour empêcher de partir dans une crise géopolitique qui serait une crise dramatique si elle avait un impact lourd sur l'économie. Attention, évidemment, Alors, ça peut être aussi oui. pris de façon inversée, c'est-à-dire pour le pouvoir politique chinois, en disant que si on allait vers une pression plus forte sur Taïwan, l'Occident ne pourrait pas se permettre de rentrer dans une logique de guerre ouverte, voire même de guerre larvée, comme l'Occident la mène aujourd'hui en Ukraine. Alors Serge nous pose une question sur les grands besoins d'importation de la Chine. De quoi a besoin la Chine aujourd'hui? La Chine, principalement, a besoin d'énergie, de matières premières. Elle a besoin aussi d'un certain nombre de produits de technologie forte sur lesquels elle n'est pas encore positionnée. Donc, elle essaie de compenser son retard, notamment sur les puces électroniques, sur tout ce qui va être matériel de très haute technologie, mais elle a encore un retard qu'elle n'arrive pas à combler. Et là, de ce point de vue, évidemment, Taïwan est très intéressant parce que Taïwan est un des endroits où on a, je dirais, les composants électroniques les plus élaborés du monde. Donc, on va dire que Taïwan, de ce point de vue, est non seulement intéressant du point de vue symbolique, mais même du point de vue économique et du point de vue technologique. Pour la Chine, ce serait intéressant de récupérer Taïwan. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, aussi une catastrophe pour l'Occident, qui dépend beaucoup des puces et de la technologie taïwanaise. Mais donc, on va dire, voilà, ce serait ça les importations, donc on va dire des importations de base, matières premières, énergie, et de l'autre côté, des importations de haute technologie. Bon, ensuite, sur un certain nombre d'autres secteurs, la Chine est relativement importatrice, en particulier sur l'agroalimentaire, donc qui n'est pas négligeable. Néanmoins, la Chine essaie au maximum de protéger, on va dire, son autonomie, notamment par exemple, et sa souveraineté du point de vue alimentaire. Et Alain nous questionne sur l'aspect militaire des choses, c'est-à-dire est-ce que le pourcentage du PIB chinois qui est affecté à la défense est de plus en plus important et Oui. est-ce qu'il Alors, il est de rattrape plus en les voilà. États-Unis? Il est de plus en plus important, mais il est encore très loin de l'effort américain. Donc, on va dire à peu près annuellement, les États-Unis consacrent presque 700 milliards à la défense. La Chine monte à 250, 260 milliards. Elle est encore très loin donc de pouvoir grignoter de ce point de vue la puissance américaine. Ce que veulent faire les Chinois, c'est récupérer au maximum une autonomie sur la zone asiatique. Je crois que ça, c'est toujours important à avoir à l'esprit. Donc, ils ont lancé leur 3e porte-avions, les 2 premiers étaient des porte-avions de type classe soviétique, c'était des anciens porte-avions reconstitués, on va dire. Là, c'est le premier porte-avions nucléaire chinois, qui néanmoins est encore très loin de la puissance américaine. Mais évidemment, les Chinois considèrent que les États-Unis auraient du mal à lancer aussi loin de chez eux leur puissance maritime si il y avait des tensions en mer de Chine notamment et en Asie. Donc la Chine consacre beaucoup d'efforts à constituer sa puissance navale, sa puissance aérienne, mais notamment sa puissance navale pour avoir une puissance régionale. Le but de la Chine, c'est être dans une logique de puissance régionale et d'autre part, une puissance qui puisse sécuriser les approvisionnements considérés comme vitaux de la Chine. Et en particulier, par exemple, tous les accompagnements de convois, notamment en provenance d'Afrique. On a vu à quel point la Chine a développé, par exemple, ses avant-ports en Afrique à destination de la Chine, et donc avec des convois qui seraient sécurisés, par exemple, par des sous-marins, par exemple, par des satellites, par exemple, par des navires de surface. Donc ça, ce sont les grands efforts que l'on voit du point de vue chinois et du point de vue de son équipement militaire.
Bien, Philippe de Sertine, ça fait un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble. Je pense que l'on va peut-être arrêter effectivement ce webinaire d'information. Juste, Philippe, quelques mots sur l'IFI, l'Institut de haute finance que vous dirigez. Toutes les questions qui ont été posées, ce que vous abordez, tout ça, c'est vu au sein de l'IFI, de l'Institut de haute Exactement. finance. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, je crois qu'effectivement, quand on voit la complexité du monde, on a besoin de compréhension technique pour savoir je fais quoi dans mon business, je fais quoi dans mon activité de tous les jours. Et donc, c'est ce qu'on voit à l'Institut de haute finance. On vous donne l'éclairage, vous avez donc évidemment mon intervention aujourd'hui en est l'illustration, on a l'éclairage pour comprendre le mode de fonctionnement du monde, mais ensuite, une fois qu'on a compris, on a surtout l'éclairage pour savoir quoi faire dans le quotidien. Et c'est ça qui est toujours, depuis toujours, la logique de l'Institut de haute finance, sachant que la haute finance, c'est la gestion de la stratégie, c'est le financement du haut de bilan, c'est-à-dire le financement de l'entreprise, de l'organisation, de l'État sur le long terme. Donc, ce que nous essayons au maximum, oui, c'est ça. C'est, je dirais, intégrer cette compréhension, cette vision globale du monde pour trouver les outils, comprendre les outils, éventuellement développer des outils nouveaux, totalement innovants, qui permettent justement de développer, de financer, d'asseoir et peut-être de limiter le risque des activités. Donc c'est cela l'esprit de l'Institut de haute finance depuis toujours. Et dans ce monde d'aujourd'hui, je crois que ça n'a jamais été aussi justifié. On a lancé une promotion il y a quelques jours, vous le savez, cher Jean, et je disais à tous les participants à quel point, promotion d'ailleurs en online, hein, en distanciel, je disais à quel point à tous les participants, ils avaient bien choisi leur année, parce qu'ils allaient voir beaucoup de choses passionnantes, j'irais dans cette année de grands bouleversements, notamment sur le plan financier et économique. Oui, c'est cette prise de hauteur nécessaire que nous proposons au sein de l'Institut de haute finance et de ce Master MBA en finance en partenariat avec l'Université de la Sorbonne. Un grand merci Philippe pour cette présentation, cette information. C'est récurrent, hein, effectivement, ce sont des webinaires qui reviennent de temps en temps sur l'actualité mondiale. C'est toujours passionnant de vous entendre. Je tenais bien sûr à remercier tous les internautes qui se sont connectés, ils étaient très très nombreux effectivement. Ils vont d'ailleurs recevoir la vidéo de ce webinaire bien sûr dans votre mail, hein, tout simplement pour pouvoir vous réécouter, hein, effectivement Philippe. Donc un grand merci à eux, un grand merci pour tous ceux qui ont bien voulu nous poser des questions. Bien moi je vous dis à bientôt sur un autre webinaire, hein, tout simplement de l'Institut français de gestion et de l'Institut de haute finance dirigé par le professeur Philippe de Sertine. Philippe, un grand merci, un grand merci. Je vous dis à bientôt, Philippe. À bientôt, cher Jean, et merci de votre accueil. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre écoute, de vos questions. Et je vous souhaite un excellent appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Et puis une excellente journée avec tout ce que Philippe de Sertine a pu évoquer aujourd'hui autour de l'actualité économique mondiale. Merci, merci, au revoir. Au revoir.